Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et j'ai à dire je suis pasteur à Grenoble, Et non, mais on a c'est changé, on a plus. changé. On a changé. On dit quoi maintenant? On dit bienvenue dans Memento Mori, le Non, podcast qui parle du présent en je suis prenant la fin Mathieu comme point. Giralt. Comment c ou Voilà, c les Je Charlie et sais plus, Lulu du. les gros clochards, du podcast. Voilà, Salut Matt, c'est. comment ça va? Un truc comme ça. Ah Juste oui, salut Matt, comment ça va? ouais, ça va Raph et toi? Ouais, ça va nickel. Contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Comme vous le voyez, au fur et à mesure, on progresse dans nos introductions, Eh oui. pourtant si bien travaillées. Mais comme vous l'avez probablement remarqué, tous ces derniers épisodes, on essaie de se discipliner pour vous encourager à vous abonner à nos podcasts, vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce que publie Tout pour sa gloire. Ce qui est génial avec la chaîne YouTube de Tout pour sa gloire, c'est que si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous ratez aucun des podcasts parce que tous les podcasts sont sur la même chaîne. C'est ça. Donc vous avez Memento Mori, mais vous avez Chrétienne, vous avez Un pasteur vous répond, euh, Tous les replays des webinaires. tous les replays des webinaires, bref, toutes les vidéos, tout ce qu'on produit sous forme de vidéos, c'est sur notre chaîne YouTube. Donc, franchement, pour un abonnement gratuit, ça vaut grave le coup. Ça vous permet de nous suivre et en même temps, ça nous permet bien, de faire connaître la chaîne. Et n'hésitez pas à liker, partager aussi les épisodes qui vous encouragent à vos amis pour participer aussi à l'édification de l'Église. Et puis, vous le savez, tout ce que nous produisons, surtout pour sa gloire, est gratuit et fait bénévolement. Et c'est possible parce que nous avons des gens. Pas euh, pas fait bénévolement. voilà. Alors, oui, alors certains travaillent pour TPSG bénévolement, d'autres sont financés pour que nous puissions vous offrir, par contre, gratuitement les choses. Mais pour ça, justement, pour payer nos coûts de production, nous avons besoin de personnes qui participent, qui nous aident et nous sommes reconnaissants pour toutes celles et ceux qui le font. Et si vous ne l'avez pas encore fait et que vous y songez, nous vous encourageons à le faire. Ça nous permet de toujours pouvoir grandir et produire plus de ressources pour vous. Donc, merci d'y penser. Vous avez tout en lien de description, soit de l'article sur le site, soit sous la vidéo que vous avez sur YouTube. Et si vous êtes sur podcast, vous allez directement sur le site de Tout pour sa gloire. Il y a un onglet avec Faire un don. Voilà, c'est tout simple. Aujourd'hui, nous allons commencer, comme nous l'avions annoncé, un survol ensemble d'un livre que nous sommes en train de lire avec Mathieu, qui est dans la lignée de l'apologétique culturelle et de tout ce qu'on a développé ces derniers temps avec notre manifeste, avec l'idée de résistance culturelle. Et vous allez voir un exemple d'application au niveau de la réflexion sur la résistance culturelle en lien avec la masculinité. Ouais, alors, Est-ce que juste tu veux avant nous. de parler du Ouais. livre, annoncer que à la fin de cet épisode, on va Oh faire oui, une annonce spéciale. On va faire ouais, quel on va annoncer, vraiment, quelque chose qui nous tient énormément à cœur, sur lequel on travaille depuis des mois, qui va être un temps fort vraiment de cette année. On veut aussi vous réserver, la primeur de cette annonce. Donc oui. restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit. Retour à T'es l'épisode. bon, t'es Ça fait très un peu bon. ça fait un petit peu comme les, Non, mais heu, les tu les youtubeurs, mecs les qui pros, ils s'arrêtent. savent faire ça. Cet épisode est sponsorisé par machin. Vous Ah oui, êtes-vous oui. déjà demandé comment machin et machin? Et après, Ah ouais, back to the episode. ouais, OK, ouais. donc effectivement, on ouvre un livre, un nouveau livre qu'on va parcourir ensemble. Mais attends, d'abord, j'ai une autre annonce. Heu, Mais nous oui, avons le Telegram. et oui, Vous le pouvez rejoindre Telegram. le Telegram de Memento Mori. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur le Telegram et c'est là où on partage aussi, d'autres choses et aussi des choses en primeur. Donc, celles et ceux qui sont sur Telegram, ont aussi, voilà, toutes les infos. C'est là qu'on partage des choses.
des ressources qui nous semblent vraiment, utiles pour, développer une apologétique culturelle qui soit en fait une manière de vivre, une résistance culturelle. C'est notre objectif dans Memento Mori. Back to the episode. Back to the episode. On The ouvre, episode avec un Z. bah oui, les Eh Français. oui. On ouvre un livre de Nancy Pearcey, qui a écrit plusieurs livres qui ont très bien marché à chaque fois. Le dernier en date, c'était Love Thy Body sur la question du corps, bien sûr, en lien avec toute la question de la transidentité. Elle avait fait d'autres livres qui avaient retenti fort là dans le monde évangélique. Sauf erreur, aucun de ces livres n'est traduit en français. Chez des éditeurs, je sais qu'il y a des des traductions pirates qui circulent, Ah mais bon? aucun éditeur n'a encore publié une traduction en français d'un de ses ouvrages. Alors si vous connaissez, si vous pouvez me contredire, faites-nous signe. Hem, on a affaire là donc à un livre qui s'inscrit dans le débat sur la masculinité. C'est un livre dont j'ai énormément entendu parler sur Twitter quand j'avais refait un coucou à Twitter en tant que lecteur il y a quelques mois avant de refermer vite cette usine, cet avant-poste de Babylone. Heu, Cet n'empêche que égout j'avais vu c'était égout de c'est un Babylone. peu le c'est exactement, tu sais, tu sais, quand tu descends là, voir les Tortues Ninja, c'est le premier couloir, c'est Ouais, Twitter. ouais, c'est ça, c'est l'underground. Mais ce livre avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. Il était chaudement recommandé par énormément de personnes et donc voilà. Le sous-titre, donc le titre, c'est «The Toxic War on Masculinity», donc la guerre toxique contre la masculinité. C'est évidemment un jeu de mots, avec tout ce qui tout ce qu'on désigne maintenant par la masculinité toxique. Un petit peu comme, si c'était d'ailleurs, un pléonasme. Parce que masculinité rimerait avec toxicité. Mais Nancy Pearcey nous parle de cette guerre toxique sur la masculinité et le sous-titre est «Comment le christianisme réconcilie les sexes». Et donc c'est une invitation à redécouvrir la doctrine biblique de la masculinité. Et quand on ouvre le livre, moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, qui donne un peu le ton pour, le livre et qui donne aussi une des raisons principales pourquoi on parle de ce livre. C'est, «Le problème central de chaque société est de définir des rôles appropriés pour les hommes». Et nous, c'est également une conviction qu'on a avec Raph, à Memento Mori. On croit que si on redéfinissait mieux les rôles, des hommes dans toutes nos vocations, c'est-à-dire dans le foyer, dans la famille, dans l'église, dans la société, eh bien, l'ordre du monde, ne s'en trouverait que mieux. Hem, mais on doit faire face à énormément de présupposés, de mensonges, hem, de, de vagues médiatiques qui viennent, polluer le débat, et le compliquer parce qu'ils chargent à chaque vague la notion de masculinité est chargée, d'un mal en plus. Et donc il faut un petit peu, commencer par, élaguer tout cela. Hem, dans l'introduction, on va pas passer du temps sur l'introduction, mais c'était intéressant. Alors nous, on n'aura pas accès à tout, à à toutes les sources et à tous les chiffres qu'elle donne dans notre contexte. Énormément d'études qu'elle cite, sont dans le contexte nord-américain puisque, c'est là-bas que Nancy vit. Heu, mais sur certaines, ce sera intéressant déjà de voir ce que le contexte nord-américain nous apprend et puis sur certaines stats, certaines données, à mon avis, on peut se rapprocher de ce qu'on vit, ici.
alors que d'autres fois, c'est totalement éloigné, parce qu'il y a une différence culturelle. Mais quelque chose qui est intéressant, elle commence avec ça en réalité, c'est que alors que les hommes religieux, les hommes chrétiens, qui plus est les conservateurs, seraient affublés de tous les maux de la société et de véhiculer une masculinité toxique. Elle dit dès l'introduction que, en fait, les études montrent, les études sociologiques aux États-Unis montrent que, les hommes qui, sont des membres, réguliers, de l'Église sont plus aimants, envers leurs femmes et plus investis en tant que pères. Ces hommes-là ont le taux de divorce le plus bas et ils ont le taux le plus bas de violence domestique de n'importe quel groupe majeur, aux États-Unis. Et à l'inverse, elle dresse un contraste. À l'inverse, même plus que des hommes, non religieux, des hommes, athées, ce sont les chrétiens de nom, les chrétiens nominaux, donc des chrétiens qui n'ont, de chrétiens Le que nom. le nom, qui ont le plus haut taux de divorce et le plus haut taux de violence domestique, même, comparé à des hommes, sécularisés. Et donc elle dit, si on veut vraiment retrouver une masculinité saine, eh bien, il faut retourner à retrouver, ce que dit la Bible, puisque c'est les hommes qui prennent le plus la Bible au sérieux, qui sont, le plus aimants, le plus stables, le plus engagés dans leur famille. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la démarche du livre et son but, c'est qu'elle essaye de comprendre à la fois euh, le, comment se fait-il que les hommes, effectivement, et ça c'est indéniable, sont auteurs de beaucoup de maux dans la société, pourquoi les hommes sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et en même temps, elle essaye aussi de comprendre comment comment la société leur livre une guerre qui n'est pas la bonne et qui, en fait, finalement, ne fait qu'aggraver le problème en ajoutant des mots sur les mots. Et comment, en fait, et pourquoi, en fait, la solution est de revenir à une définition biblique de la société. Ou comment la société a, en fait, et ça rejoint la remarque que tu faisais sur les chrétiens nominaux, n'a retenu du christianisme euh, que des slogans, que des stéréotypes, que des présupposés, mais qui a renié tout le fondement scripturaire et la réalité du message de la Bible sur la masculinité et que les hommes ont besoin de redécouvrir et que pour revenir à être des hommes qui soient des hommes tels que Dieu veut. Et c'est ça notre défi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que elle ne cherche pas qu'à défendre les hommes en les présentant comme victimes. Elle remarque comment les hommes se sont, au fur et à mesure désinvestis de la famille, sont devenus plus égoïstes, ont pu développer une certaine masculinité toxique, mais elle montre aussi comment la société apporte la mauvaise réponse et pourquoi c'est la Bible qui apporte la bonne réponse aux hommes pour les aider à recouvrir la, leur, leur dignité et leur vocation. Ouais. Et le premier, le 1er chapitre nous parle de 2 scénarios. Alors si on voulait être, de bons Italiens, on dirait deux scénarii, n'est-ce pas? De la Tout à fait. masculinité. En plus, toi, tu as des origines italiennes, non? Bah oui, et oui, la pizza, Ah puis on dirait Mario, tu sais? D'un coup, il y a Mario qui parle on a oui, c'est invité ça. Mario, «Vai, volevo parler de la Mais oui, masculinité». mais buongiorno, c'est la pizza della mamma.
Con la Hem, stracciatella. Elle Donc, parle de bref, 2 oui. scénarii, pour, de la masculinité et elle commence et j'ai trouvé ça vraiment beau de commencer avec une anecdote. Les Américains, ils sont forts pour commencer les chapitres avec des anecdotes, n'est-ce pas? Et c'est une règle, Heu, c'est c'est la une règle loi. et Mm. avant peut-être de présenter ces 2 scénarios, je voulais raconter l'anecdote. Elle parle comment on appelle ça? Une tuerie de masse, en Californie en 2018 où, un tueur est rentré dans un bar. Il avait 28 ans, heu et il savait que le bar serait blindé avec des étudiants et il est rentré et il a commencé à tirer. Hem et là, il y a un gars qui s'est interposé. Hem, il dit, un espèce de gars habillé comme l'étudiant, de base et il dès que je traduis en même temps, dès que les coups de feu ont commencé à retentir à travers le bar, lui et 7 autres, jeunes hommes ont pris, autant de personnes qu'ils pouvaient et ils les ont mis, sous une table de billard pour, les protéger et ils se sont, eux-mêmes mis entre, ces personnes et le tireur pour les protéger. Hem et quand, il y a eu la pause pour recharger l'arme, Matt, il s'appelle, je pense pas que ce soit une coïncidence. Matt et ses amis, heu, ont commencé à, évacuer les personnes, pour les mettre en sécurité et après donc après ça a fini, l'homme s'est suicidé après avoir, tiré, et tué, je crois une douzaine de personnes et elle met en face ces 2 hommes, hem et elle pose la question, hem, de quelle masculinité chaque homme est-il, l'image, en fait? Mm. Hem et elle dit: «Mais de ces 2 hommes, un a utilisé sa masculinité, sa force pour prendre des vies et l'autre a utilisé sa force pour sauver des vies» et elle pose la question heu, de quoi on parle quand on parle d'une masculinité traditionnelle? Est-ce que, la masculinité traditionnelle, elle ferait écho plutôt, à l'attitude du tueur ou plutôt à l'attitude, du sauveur? Et donc, après elle pose une question et elle pose, 2 scripts RAF, hem Ouais. et parle en fait, c'est pas elle, elle reprend, les données d'un sociologue, Michael Kimmel, qui, a interrogé, des jeunes hommes, sur ce que ça voulait dire être un homme bon, a good man, et un vrai homme, a real man. Ouais, tout à fait. Mais avant, c'est mon podcast. Oh là là, mais Je c'est vais juste beau ça, c'est revenir beau, mais un petit peu c'est en arrière. organique, ça vite, Oui, c'est ça, c'est c'est là, tu crois qu'on c'est va là, mais non, on décousu. prend On une va en petite avant, mais on revient route. en arrière. Hop là, Mais step back. oui. Heu heu, Justement elle met en avant et ce gars, en fait, ce jeune homme dit que ce qu'il a fait, en fait, de prendre soin des autres, c'est un jeune qui est chrétien et en fait, il dit, bah, quand il a été interrogé sur pourquoi il a qu'est-ce qui lui a fait qu'il a eu du courage pour sauver les autres et ben lui, il dit: «En fait, c'est mon éducation». C'est que toute ma vie, on m'a appris que, être un homme, c'était, protéger les autres Mmh. et je sais que, en plus, et c'est là où lui, il met, son memento mori aussi, Memento mori de ouf. en avant. Le gars, il dit: «Mais en fait, je sais que si je meurs, je sais où je vais. Donc je suis en sécurité et du coup, bah, c'est je j'ai pas peur de me mettre en danger pour sauver les autres». C'est comme ça que le gars a été construit par la vision biblique, du monde et de la masculinité. Donc c'est super beau. Et elle met ça en opposition avec l'hyperpuissante APA, l'APA, l'American Psychological Association,
qui, elle, en fait, dit que les idéologies masculines, enfin, sur la virilité traditionnelle, sont psychologiquement blessantes pour les hommes. Et elle met en opposition, elle dit, mais en fait, mais quel est l'homme là qui, dans ce contexte, Dangereuse, dangereusement. a été dangereux, ouais, psychologiquement dangereuse pour les hommes. Et en fait, en fait, le but pour elle, c'est de démontrer, et elle va le faire ensuite avec des faits, vraiment au-delà du discours idéologique de la postmodernité, du féminisme troisième vague et de tout ça qui a créé qui a voulu essentialiser la masculinité à la toxicité, hein. Être homme, c'est être toxique, hein. Tu disais, c'est un pléonasme. Et ben, en fait, elle veut démontrer que déjà c'est faux. Ce sont des assertions qui sont idéologiques, mais que les faits sociologiques montrent que c'est faux. Donc, c'est ce qu'elle va faire dans le livre notamment. Et elle va finalement expliquer que justement, il y a la société sécularisée à développer, et c'est là où je reviens sur ta passe que tu m'as faite après mon step back, une forme de dichotomie entre deux visions de la masculinité. D'un côté, les vrais hommes, et de l'autre côté, les hommes bons. Et ça, c'est vraiment intéressant. Tu me faisais la réflexion en français, et je trouve que c'est presque même le jeu de mots est encore est super en français. C'est le côté est-ce que tu es un bonhomme ou est-ce que tu es un homme bon? Euh, voilà. Et nous, on dirait ça, d'être un vrai homme, c'est être un bonhomme. En gros, voilà, un bonhomme et un homme bon. Et donc, en anglais, c'est la différence entre real man, un vrai homme, et good man. Et l'idée qu'il y a derrière le vrai homme, le bonhomme, nous, on pourrait dire, c'est que il est fort, c'est un gagneur, il est compétitif, il n'a pas peur des difficultés, de la douleur. C'est celui qui réussit dans la société au niveau statutaire, qui réussit financièrement. C'est un homme de Il montre pas ses pouvoir. faiblesses. Voilà, il montre pas ses faiblesses. Il est stoïque, il est au-dessus. Voilà, c'est le mâle alpha. C'est l'alpha dans le nouveau vocabulaire. Voilà, c'est le mâle alpha dans le nouveau vocabulaire. Voilà. Et de l'autre côté, l'homme bon, lui, c'est l'homme de devoir, c'est l'homme intègre, c'est l'homme protecteur, l'homme qui se sacrifie, tout ça. Et en fait, C'est le daron. c'est le daron, c'est le père de famille un peu qui va te saouler, tu vois, qui va te rappeler la morale, voilà, c'est un homme bon, mais bon, t'as pas trop envie de lui ressembler. Et que notre société, en fait, a mis en avant cette vision du bonhomme, de l'homme vrai, et au contraire a plutôt dénigré ce qu'est être un homme bon. Et en fait, elle dit que en fait, tous les hommes semblent faire cette expérience de la tension entre ce qu'ils définissent eux-mêmes comme étant un homme bon, et en même temps la pression de la société culturelle de ce que c'est qu'un vrai homme. Donc il y a cette tension qui est là, comme si c'était euh, pas réconciliable. Et elle dit, comment pouvons-nous soutenir les hommes qui aspirent à vivre l'idéal de l'homme bon, parce que les hommes sont créés à l'image de Dieu. Même ceux qui ne sont pas chrétiens semblent comprendre que leurs forces masculines uniques ne sont pas destinées à leur permettre d'obtenir tout ce qu'ils veulent, mais à protéger ceux qu'ils aiment, à subvenir à leurs besoins, à se sacrifier et, si nécessaire, à se battre pour eux. Et en fait, elle explique que finalement, la vision séculière du monde a séparé ce que la vision biblique réunit, finalement. Ouais, c'est ça. Il y a le péché qui a peut-être séparé ce que tu disais, qui a une vision unique et puis qui est venu polluer. Il y a certains traits qui reviennent à l'homme, au vrai homme, au bonhomme, qui sont en fait liés au péché complètement. Quand par exemple, l'idée de devenir riche et puissant, l'idée d'avoir beaucoup de conquêtes féminines. Et là, on retrouve les trois poisons de l'homme et de celui qui est en responsabilité. L'amour du pouvoir,
l'amour de l'argent et l'amour des femmes. Et ça, c'est vraiment, dans le script, être un bonhomme, c'est vraiment, un, un cancer du péché. Mais ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois, je sais plus à quelle occasion, on parlait justement de faire attention à, hem, aux sirènes un petit peu de certains, camps masculinistes, traditionnels qui se réclament, souvent en fait d'un catholicisme, ultra conservateur, Résurgent, ouais. hem et politique, qui se définit comme dissident. Hem et on peut être séduit, par certains égards par à la fois par le vocabulaire, mais aussi par les valeurs qui sont promues, et je crois que l'un des grands enjeux pour nous, à Memento Mori, ça va être aussi de montrer en quoi la résistance culturelle, elle vient, s'ériger en faux contre justement cette vision masculiniste. Ouais, Être un vrai homme, c'est pas être un bonhomme dans ce sens-là. ouais, Hem et en fait, on doit pas avoir une version chrétienne du bonhomme. On doit pas avoir une version chrétienne de ce qui a été pollué. On doit avoir une version chrétienne de ce qu'est un homme et dans ce qu'est un homme, on a, certaines caractéristiques du bonhomme et des caractéristiques du vrai homme. c'est ça. C'est ce que ces gars des mouvements, et en fait, on retrouve toujours la même chose. C'est que si tu regardes à gauche, effectivement, avec tous les trucs de la déconstruction, et cetera, il y a des choses, des stéréotypes, des machins auxquels ils s'attaquent. Il y a des critiques qui doivent être entendues, dans le sens où elles amènent, une réflexion sur justement l'usage que doit faire l'homme de sa force, et l'usage qu'il en a fait. Et de l'autre côté, à droite, on va dire, il y a avec tout le discours masculiniste, on doit faire le même travail en fait à chaque fois. On doit regarder quels sont les mensonges et les parts de vérité qui sont dites dans les deux discours. Et dans l'autre discours, il y a du côté de l'extrême droite, il y a effectivement quelque chose qui peut être séduisant pour le chrétien en particulier, dans le sens où on a l'impression qu'on revient à des valeurs, qui sont aussi bibliques, à une masculinité qui est biblique. Mais là où il y a des mensonges, c'est que c'est toute une masculinité en fait qui est, celle qui en fait oublie le but de la masculinité. C'est une masculinité qui existe pour elle-même, qui est devenue Ouais, égocentrique, qui est l'exaltation de l'homme pour ce qu'il est, de sa force. Voilà, c'est totalement égocentrique, égoïste. C'est juste une question de compétition, avec les autres, et de montrer qu'on est le meilleur, au lieu d'être, une masculinité qui utilise sa force, pour être au service des autres, et pour le bien des autres. Donc c'est là où il faut, être très vigilant pour, en fait, discerner, le mensonge dans les idéologies qui nous sont proposées, quoi. ouais. Hem, Et ça c'est, heu, ça commence par se demander, enfin on peut commencer, mmh, en nous demandant: «Qu'est-ce qui nourrit cette dichotomie?» mmh, et qu'est-ce qui nourrit la construction de ces 2 scripts? Et mmh, puis, qu'est-ce qui alimente, une génération de jeunes hommes qui sont, un petit peu perdus, entre une vision, excessive d'un côté ou de l'autre? Et en fait, ouais. on est entre le féminisme et le masculinisme ou le machisme, et là, on doit trouver une troisième voie qui est la voie de la masculinité, biblique. Et ça commence, à l'école. Ouais. Ça commence à l'école. Elle évoque ça, hein, le fait que l'école, n'est pas fait pour, les jeunes garçons, ou comment le comportement, des filles est devenu le standard. Bon, elle développe vraiment pas beaucoup, elle effleure le sujet, mais c'est vrai que, dans une société qui s'est, tertiarisée, avec le temps, où avant dans la société les rôles étaient plus clairs entre les hommes et les femmes, parce que
les hommes, dans une société qui était agricole et industrielle, l'immense majorité des métiers requéraient de la force. Et donc, les hommes étaient à l'extérieur en train de faire des métiers qui étaient durs et les femmes, elles, bah, s'occupaient du foyer, de la maisonnée et des enfants. Et avec la tierça- tiers, comment j'ai dit, tertiarisation, enfin tout Dis ce que tu veux, hein, c'est ton l'avènement podcast. du tertiaire, pardon, donc tertiarisation, on y arrive, de la société, une société de services où les robots ont remplacé les hommes qui n'ont plus besoin de force et où on est devenu dans une société de communication, une société relationnelle, une société où voilà, ce sont ces compétences d'expression, etc., qui sont mis en avant. Eh bien, finalement, les filles à l'école tirent le haut du panier parce que leur comportement colle avec les attentes de la société et la société fabrique par l'école ce dont elle a besoin. Et donc, avec tout ce qui est véhiculé dans l'école, eh bien, les filles s'en sortent plus. Or, au même degré d'âge, la maturité n'est pas la même et les garçons, eux, ont besoin de se dépenser. Ils aiment des choses différentes qui vont. Enfin, moi, je le vois, hein, j'ai un garçon et une fille. C'est pas la même. C'est pas du tout la même. Abby, pour passer son temps au même âge que Sam, elle aime se poser derrière son bureau. Elle fait de l'art plastique. Sam, il veut de la marave. Il veut chercher, il veut de la bagarre, il veut faire du sport, il a besoin de bouger, bref, il a besoin de tout ça. Ils ont besoin de se dépenser. Mais la société a créé une école où on attend des garçons qu'ils se comportent comme des filles. Et on le voit, les études. Je remercie publiquement Fred Bican, qu'on avait déjà reçu ici, qui est un pasteur de l'Action biblique et qui m'avait offert un livre qui est quand non, les hommes sont-ils devenus obsolètes, d'une journaliste, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je rechercherai, Ah, je vais mais te dire ça tout qui, de suite. voilà, je sais plus, bon bref, les hommes sont-ils obsolètes ou sont-ils devenus obsolètes? Et en fait, elle évoque ça, tout ce côté de l'école. Laetitia Strauch. Voilà, Laetitia Strauch, il y a un autre partie de nom, Bonnard ou je sais pas quoi. Bref, et donc c'est une journaliste, je crois. Bonnard, ouais. Et Strauch-Bonnard, voilà. Et donc, elle développe ça, ou comment les attentes de la société, en fait, collent, ou comme l'éducation colle finalement plus aux filles qu'aux garçons. Et les garçons ne trouvent pas leur place là-dedans. Et c'est ce qui fait, et c'est intéressant dans ce livre-là de Strauch-Bonnard, où elle évoque comment, en fait, le décrochage scolaire des garçons n'a fait qu'augmenter autour de ces dernières décennies, où de plus en plus, en fait, les garçons ne se retrouvent pas à l'école, où avant, les hommes allaient très vite finalement dans des travaux aussi qui étaient manuels, où ils allaient passer du temps à kiffer, démonter des carburateurs. Et aujourd'hui, bah, ils étudient beaucoup d'auteurs et ils trouvent moins leur compte au même âge. Et c'est quelque chose qui se développe plus tard chez les garçons, mais qui, dans les tendances générales, finalement, l'école est de moins en moins faite pour eux parce que souvent, à âge égal, les garçons sont moins matures, arrivent moins à se poser. Ils sont faits différemment, ils ont besoin de se dépenser beaucoup plus que les filles. Et du coup, bah, comme l'école n'est plus faite, adaptée aux besoins de former des agriculteurs, de former des ouvriers, de former tout ça, mais des gens qui sont dans la communication, des gens qui savent s'exprimer, des gens qui savent se tenir en société, qui savent aller, etc. Eh bien, en fait, ils se retrouvent plus là-dedans, quoi. Donc, Ouais. c'est un des premiers impacts. Alors je pense qu'on fera un épisode sur, comment élever des garçons. Moi, je suis j'ai plus de questions que de réponses parce que mon premier il a même pas 5 ans, mais j'ai 2 garçons. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une pression sociale et même dans l'église, en fait, où en anglais, il y a une super expression que je trouve, il y a zéro équivalent en français. En anglais, il y a l'expression «boys will be boys». Mmh. C'est genre, hem, c'est genre, ouais, c'est des garçons, quoi, c'est des gars, tu vois? Et moi, souvent,
il y a souvent on entend une réflexion et c'est pas c'est tu vois, souvent on me dit: «Oui, oh là là, il bouge bien, hein», ou c'est: «Oh, vous devez pas vous ennuyer à la maison». Et on confond, quelque chose qui a trait à pour moi aussi à la masculinité, Bah oui. hem et qu'on voit plus tard avec, le développement de la testostérone et Mmh, la question de l'agressivité, de la force et de se dépenser, de la compétitivité et cetera et le péché. On confond les 2 en fait et on pense que bouger, bouger c'est un péché, mmh, et que être sage, enfin rester sage dans le sens de, rester, tranquille, c'est une vertu. c'est ça. Alors que si on reprend si on reprend l'illustration et cette anecdote du début du chapitre, je veux dire heureusement que, ce gars il est pas resté tranquille. Heureusement que ce gars il s'est bougé et qu'en fait tous ses réflexes et de comment il a été élevé, mais aussi de qui il est en tant qu'homme, il s'est mis en Ça, action quoi. c'est ça. Ses compétences en communication ne lui auraient pas été de grande utilité face au mec qui arrive avec un flingue chargé, tu vois? C'est ça. C'est là, tout à fait. Mais là, oui, c'est ça et il y a besoin de, mmh, de donner aux garçons un espace où ils peuvent se défouler. Moi, je le vois, hein, s'il y a pas ça, c'est juste pas possible. Nous, on était 3 garçons à la maison, c'était l'enfer. Enfin, tu vois? Alors bon, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, donc je me défoulais aussi à l'extérieur, mais nous, on était toujours dehors. On avait la chance d'avoir un jardin. J'ai joué dehors, toute mon enfance. Je jouais très peu à l'intérieur. On était dehors avec un ballon, avec les vélos, avec des pistolets, avec des machins. Bref, on avait besoin de se défouler et c'est vrai que, voilà, demander à des enfants tout jeunes de rester 7-8 heures, toute la journée assis, c'est compliqué pour les garçons, souvent dans les tendances. Donc ça, c'est un des leviers. Il y en a un autre, et j'étais content qu'elle le mentionne parce que c'est une de mes préoccupations aussi, c'est l'impact de la pornographie sur les garçons. Mmh. Ouais et il y a une phrase moi qui m'a marqué, j'ai mis un petit point d'exclamation. Le porno est tellement partout que quand un groupe de chercheurs a essayé de conduire une étude sur ses effets, ils n'ont pas été capables de trouver assez d'hommes dans leur vingtaine qui n'ont jamais regardé de pornographie afin de former un groupe pour l'étude. La guerre est perdue. Il y a C'est c'est juste terrible, ouais. c'est, c'est un truc de fou et en fait, ça vient parasiter, heu, le la première vocation de l'homme, c'est comment l'homme se, se conduit dans sa famille et même parasiter les interactions, entre hommes et femmes avant de former un foyer et on Bah oui, voit la manière dont la pornographie est venue polluer les rapports entre garçons et filles et et est venue marchandiser aux yeux de l'homme, aux yeux des hommes, mmh, aux yeux des jeunes hommes, même des gamins quoi, ouais, marchandiser les femmes ouais, et donc et ça c'est tout la le côté démoniaque de la pornographie ouais. où on voit, les défenseurs, heu, féministes de la pornographie, sous prétexte que le sexe doit être libéré et que les femmes doivent être libres de faire ce qu'elles veulent, qui Les faux vient prophètes. alimenter, justement l'oppression qui est façonnée par une culture entière. Eh Et oui, là, la pornographie ne s'arrête pas à ce que tu vois sur des sites pornographiques, mais tout à fait. c'est la pornographification, je sais pas comment on dit, de tout en Por fait. Ouais, 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 ouais. Ouais, une société pornographique, c'est ce qu'on dit dans le manifeste et c'est ce que je disais moi aussi dans Vivre pour Jésus. Le défi, quand tu sors de chez toi, tu viens de passer un temps, dans la Bible et tu sors de chez toi et tu arrives à l'abri de bus. Le premier truc que tu vois, c'est une pub de 2 mètres sur 1 mètre, d'une femme en bikini, dans une position aguichante. Tu te dis: «Mais c'est infernal, c'est une guerre». C'est une vraie C'est la guerre guerre. qui est livrée, quoi
Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit, nous voulons que les garçons grandissent en faisant preuve de considération, de maîtrise de soi et de respect envers les femmes, mais la société ne leur donne pas les moyens de développer ces qualités. Nous sommes donc choqués lorsque de jeunes hommes adoptent un comportement toxique. Et c'est ce qu'on a évoqué, le documentaire là, qui était sorti, c'était Complément d'enquête, hein, c'est ça? Non, C'est complément. c'est, L'autre émission de l'autre, c'est comment elle l'autre, c'est s'appelle? Élise Lucet. Élise Lucet, sur la pornographie. Euh, c'est C'est Cache incroyable, Investigation. cache investigation, de ne pas faire 2 plus 2, de ne pas comprendre que des garçons qui grandissent en étant nourris d'une pornographie qui est ultra violente, derrière, et des comportements agressifs avec les femmes. Et ça, c'est complètement fou. Et quand c'est ça qui fait ton éducation sexuelle, et c'est ça que la société promeut. Et même maintenant, on en est vachement, ça s'est vachement libéré aussi sur la masturbation chez les femmes et tout. Enfin, tu vois, tu as des trucs. L'autre jour, j'étais sur, je sais plus quel site, mais je sais plus si c'était Le Monde ou Le Figaro, et tu avais un article sur le site qui encourageait la masturbation féminine. Je dis, mais les mecs, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez que ça à faire, c'est ça votre rôle en tant que journal d'information. Mais tu vois, c'est ça, cette société pornographique qui est là. Et effectivement, elle le dit aussi que la liberté sexuelle euh, conduit, alors non seulement d'un côté à l'agression, au comportement toxique envers les femmes. Forcément, quand tu as consommé de la porno toute ton enfance et ta vie adulte, ça a forcément une implication. Tu vois la femme comme un objet qui existe pour toi. Et ça rend aussi les hommes lâches. Je trouvais ça intéressant, où elle parle de Michael Kimmel, qui a fait une enquête, un sociologue qui a fait une enquête sur les jeunes hommes, où en fait les hommes se retrouvent à être de plus en plus seuls et célibataires, coupés de la famille. Et en fait, il dit qu'il a constaté que beaucoup d'entre eux déclarent avoir du mal à passer à des relations adultes sérieuses, même s'ils le souhaitent. Pourquoi? Parce que des années de relations sexuelles occasionnelles avec des partenaires occasionnels les ont rendus égocentriques et immatures, comme le fait, et elle poursuit, elle dit, comme le fait le remarquer le pasteur John Lambooth, les hommes ont trouvé des moyens d'obtenir ce qu'ils veulent, le plaisir sexuel, sans s'engager. Cela les prive d'une partie essentielle de la vraie virilité. Ça, c'est la Donc, la la génération Tinder, ça. c'est exactement. Et puis, c'est la génération qui a grandi aussi avec Friends, avec tout ça, où la culture a passé de manière soft cette vision de la sexualité qui est complètement décorrélée de l'amour, de l'engagement, du mariage et tout ça. Et c'est simplement au gré des rencontres. Je ne sais plus c'est quelle série qui était terrible comme ça. C'est How I, euh, how, how I, je bug. How I Met Your Mother, Ah! où c'est pareil, c'est un peu un espèce de Friends. Et en fait, tu vois comment un mec a enchaîné les conquêtes jusqu'à rencontrer la mère de ses enfants. Et en fait, il raconte à ses enfants, le truc, c'est qu'il raconte à ses enfants toutes ses expériences sexuelles, quoi, avec toutes les femmes. C'est juste, c'est terrible, quoi. Donc voilà, en fait, cette libération de la société, la pornographie, voilà, ça a participé à ça. Euh, il y a aussi toute l'idéologie féministe qui empêche la société de venir en aide aux hommes. Oui. Elle évoque ça notamment dans le fait que comme l'homme fait partie du problème et en situation de dominance, ça c'est vraiment l'influence du wokisme, de l'intersectionnalité, etc., en disant avec l'oppression systémique de l'homme blanc. En fait, avec son patriarcat, etc. Bref, du coup, on va refuser d'aider les hommes. Or, on remarque aujourd'hui que dans la société occidentale, elle le rappelle,
C'est Jordan Peterson aussi qui évoquait ça dans un débat avec une féministe qui évoquait un petit peu les mêmes choses, dans le fait que si tu regardes, soi-disant dans une société où l'homme est en situation de domination sur la femme, société patriarcale où les femmes seraient essentialisées à leur rôle de victime et les hommes essentialisés à des agents toxiques qui font le mal, euh, ce sont des hommes qui sont le plus parmi les SDF, c'est les hommes qu'on retrouve le plus, ceux qui sont le plus SDF, ceux qui ont le plus haut taux de suicide, ceux qui sont le plus victimes de meurtres, ceux qui sont les plus drogués, ceux qui ont le plus de maladies mentales, ceux qui sont le plus en prison, ceux qui sont le plus touchés par le chômage, ceux dont l'espérance de vie dans une société moderne est en diminution par rapport à celle des femmes. C'est eux qui ont les métiers aussi les plus difficiles et qui ont le plus d'accidents au travail et qui meurent sur leur lieu de travail. C'est eux qui sont plus célibataires et qui se retrouvent seuls en vieillissant par rapport aux femmes. Bref, et en fait, on voit que la société, comme elle est construite aussi, l'homme est aussi victime, se retrouve en difficulté dans la société. Mais ça, c'est des choses qu'on ne veut pas voir parce qu'il y a un discours idéologique féministe qui s'est imposé et qui a imposé sa dialectique avec cette masculinité toxique. Et du coup, les hommes alors que dans la réalité, ils sont vraiment en difficulté de plus en plus dans la société. On a, on a parallèlement à ça toute une culture médiatique qui va dresser un portrait idéologique de l'homme dans les médias de masse, qui est en train de le montrer comme étant juste cet homme qui domine et qui est responsable de tous les maux de la société, alors que lui-même se retrouve, s'il est responsable de nombreux maux, il se retrouve aussi victime de beaucoup de choses, et notamment de lui-même. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Hem, Elle a noté ouais. Elle a noté, juste, il y a ça aussi qui m'a intéressé, elle a noté qu'un chercheur dans les médias, qui s'appelle Jim McManara, a dressé plus de 2000 portraits d'hommes, dans les médias de masse, qu'il s'agisse d'actualités, d'articles de fond, d'émissions débats et dans son enquête, il a constaté que plus de 75 des représentations médiatiques des hommes les décrivaient comme étant des hommes mauvais, des agresseurs, des pervers, et des hommes toxiques. Donc, on voit qu'il y a tu vois, une campagne médiatique qui est là vraiment mise en avant pour dénoncer que le problème de l'homme, c'est qu'il est homme, quoi. C'est qu'il est là et que l'homme est toxique par nature et que du coup, il y a vraiment un gros problème dans notre société qui est lié à eux en particulier. Ouais. Et ce qu'il y a, elle dit ça, au tout début du chapitre, elle dit: «Quand la masculinité en elle-même, est décrite comme un problème, l'implication est que la solution, c'est l'émasculation». C'est ça. Et en fait, c'est C'est ça. ça, si en fait être un homme, c'est un problème en soi, bah, la solution, c'est ne plus être un homme. C'est ça. C'est le problème de l'essentialisme qui est de réduire à ça. Hein. Avant C'est la fin du l'homme à sa chapitre, toxicité, ouais. on elle fait une espèce de mini, théologie biblique. Je pense que c'est plutôt une introduction puisqu'après elle va en reparler. Hem, mais ce qui était intéressant, je te propose de partir là-dessus, Raph, Ouais. c'était ce qu'elle dit, justement sur l'idée que la Bible, au départ, à la création, présente, l'homme et la femme, de manière, égale, hein, tous les 2 créés à l'image de Dieu et en même temps de manière complémentaire puisqu'ils doivent, remplir ensemble le mandat culturel. Mmh. Hem, mais ensuite elle parle de quelque chose d'intéressant, c'est, la question hem, de l'appel chrétien et des dons de l'esprit qui n'est pas, divisé par le sexe. Qu'est-ce qu'elle dit? Ici, Mmh. elle dit que Ouais. il y a, il y a beaucoup de la majorité des différences, dans la Bible entre hommes et femmes, est vraiment rien comparé à ce que, l'homme et la femme partagent.
Et donc ça, c'est aussi pour moi tout l'enjeu de notre discours en tant que chrétien, c'est d'arriver à distinguer dans notre, discours sur la masculinité, sur la féminité, heu, ce qui est particulier à l'homme et à la femme et ce qui est commun. Parce qu'on aurait vite fait peut-être de manière artificielle et arbitraire, de faire des différences que la Bible ne fait pas. Ouais, Hem et elle parle elle parle de certains stéréotypes, qui sont, balayés par, l'enseignement biblique et notamment elle parle des béatitudes. Elle dit: «La grande majorité des commandements dans l'Écriture, est adressée à tous les chrétiens. Les béatitudes ne sont pas divisées, heu, pour les hommes seulement. Certaines béatitudes ne sont pas seulement pour les hommes et d'autres seulement pour les femmes». Jésus s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes quand il dit, heu: «Bénis, ou heureux sont les pauvres en esprit, ceux qui sont miséricordieux, ceux qui, sont des artisans de paix, ceux qui sont purs de cœur». Pareil, elle parle des fruits de l'esprit et finalement elle montre que tout ce à quoi la Bible nous appelle en tant que chrétiens, elle nous l'appelle en tant que chrétiens et pas, en tant qu'hommes et femmes. Et du coup là, on est encore entre 2 extrêmes, soit l'extrême d'être tellement focalisé sur ce qu'est un homme, et d'oublier en fait que la Bible s'adresse avant tout à des chrétiens et en même temps, oublier que la Bible s'adresse à des chrétiens qui sont des hommes et qui sont des femmes. Et je trouve intéressant justement à la fin, elle dit, «Aujourd'hui le stéréotype séculier pour la masculinité, c'est tellement rétréci que quand un homme est sensible ou, fait preuve de compassion, les gens vont souvent dire qu'il est en train de puiser dans son côté féminin». ouais, Hem et après elle dit, heu: «Aucun des 2 sexes n'a le monopole pour, heu, une vertu en particulier». Et là, je pense qu'il faut, poser nous des jalons dans notre compréhension de la masculinité, qui est effectivement que je pense que, heu, il n'y a pas de vertu qui soit exclusivement, comment on dit ça? Exclusivement? exclusivement. Exclusivement masculine ou féminine. Hem, donc ça, c'est le premier jalon et peut-être on va le développer avant de passer au 2e. Ce qui fait qu'il y a pas de vertu qui soit exclusivement, féminine non plus. Qui fait que certaines vertus seraient réservées aux hommes et d'autres aux femmes, qui fait que quand tu te comportes d'une certaine manière, tu es en train de te comporter comme une femme et c'est un petit peu ça, un des excès du masculinisme et qui vient alimenter la question, enfin la vision du bonhomme, quoi. Dire, Ouais, ouais. «Un bonhomme, ça ne fait pas ça». C'est ça On et est, du coup, qui c'est ce nourrit truc un peu, aussi cette vision de la «Real men masculinité don't cry», quoi. toxique. Voilà, c'est ça et qui nourrit la vision de la masculinité toxique parce que du coup, l'homme est incapable de compassion, il n'est que domination, il n'est que violence, il n'est que, tu vois, force, et cetera, quoi. C'est ça. Hem et donc ça nous met en garde aussi dans notre manière de nous comporter. Je crois que parfois, hem, dans notre maladresse, peut-être dans notre ignorance, souvent dans notre bêtise, on alimente nous-mêmes cette vision des choses. Mmh. Mmh. Heu, parce que dès qu'un homme va faire preuve de sensibilité, on va le bâcher, quoi. Ouais, c'est Heu ça. et voilà, je pense qu'on doit faire attention à notre manière et là je pense en particulier dans l'Église, et bien sûr dans la famille, bien sûr d'abord dans la famille, mais aussi dans l'Église, de de justement cultiver une vision juste de la masculinité, ce qui implique d'abord de s'abstenir de d'un de de rajouter des lignes au scénario de l'homme comme bonhomme, quoi. C'est ça. Hem, C'est du f de pas faire du pharisianisme, de rajouter des lois aux lois, des normes aux normes. Le la masculinité et la féminité sont tous les 2
enfin, l'homme et la femme sont dans leur nature humaine, partagent énormément de choses et en tant que chrétiens doivent développer les mêmes, le même fruit de l'esprit, les mêmes vertus, les mêmes qualités morales. Et le fruit de l'esprit n'est pas divisé en partie en disant la douceur, bon, bah, ça sera chez les femmes, et chez les hommes, ça sera la maîtrise de soi. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est clair et net. Donc premier jalon, ce serait de ne pas ne pas séparer de manière arbitraire et absolue les vertus. Deuxième jalon, et je crois qu'on sera d'accord là-dessus, Raph, pour autant, il faut reconnaître que les vertus ne se manifestent pas de la même manière, ni dans la forme, ni dans la le volume. Heu, il y a certaines, vertus qui, sans être exclusivement, masculines, vont se manifester de manière plus visible ou de manière plus fréquente chez les hommes. Et donc il faut reconnaître que certaines vertus en particulier dessinent ce que c'est d'être un homme et dessinent ce que c'est d'être une femme. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas faire preuve de courage, heu ou de force, Mm. et les hommes ne peuvent pas faire preuve de compassion ou de douceur. Ouais, Mais ça veut dire que, de manière générale, la compassion et la douceur est plus caractéristique des femmes, alors que la force et le courage est plus caractéristique des hommes. Pourquoi? Parce qu'il me semble, tu me diras ce que tu en penses après, que, elles sont nécessaires, à ce que Dieu nous demande en particulier dans nos vocations. c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, Dieu nous a donné, et c'est ça où c'est difficile. On avait fait un épisode là-dessus, sur les émotions. Et ça rejoint un petit peu ça, Untangling Emotions. J'ai oublié les auteurs. Bref, on s'en fiche. On avait fait 2 épisodes là-dessus. Peut-être on peut les mettre en lien, Matt, si tu y penses, pendant que je suis en train Mais de oui, chatter, de parler. Euh, En fait, la Bible ne s'intéresse pas, ne fait pas tous les découpages qu'on fait nous. L'origine des émotions, l'origine des sentiments qu'on va avoir. La Bible s'intéresse pas à ça, mais elle nous dit qu'en fait, on est un tout, quoi. Tu vois, est-ce que c'est, on est un tout, et en fait, c'est important de réfléchir, je pense, comme ça, dans le sens où Dieu nous a, euh, il nous a créés différents, complémentaires, parce qu'il nous a donné des rôles différents et complémentaires. Nous avons un socle commun qu'on vient de dire, hein. Nous sommes appelés à expérimenter la même humanité en Christ. Donc, créé à l'image de Dieu, restauré en Christ. Et donc, on doit développer les mêmes caractères, les mêmes traits de caractère, les mêmes qualités morales, il est évident. Mais dans la création, Dieu nous a créés différents. Et Dieu a donné à l'homme, et on le voit notamment, on le voit avec la question des hormones, où la testostérone aide l'homme pour lui donner la force. On sait qu'elle joue pour l'agressivité, alors pas la violence, mais le côté, je sais pas comment le dire, euh, euh, le côté, le côté de la force, le côté de la prise de risque, le côté de toutes ces choses-là. Enfin bref, la testostérone, enfin bref, les gens pourront compléter, je pense qu'ils auront compris ce que je veux dire. Voilà, et donc qui nous dispose aussi psychologiquement pour le rôle qui nous est donné, qui est celui de protéger, d'avoir un leadership, de conduire, de servir, etc. Et il a donné aux femmes eh bien un corps qui est différent, avec des hormones différentes, un corps qui est capable d'enfanter, parce que le rôle de la femme est de donner la vie, et donc elle a un corps qui va en fonction. Et avec aussi des hormones qui vont en fonction, et elle explique ça dans le livre, où la femme, grâce aux hormones qu'elle a que son corps génère, l'oestrogène, l'oxytocine, etc., la dispose psychologiquement à prendre soin des enfants, et à supporter plus des choses qui sont liées aux besoins des enfants,
parce que ça va la disposer à ça qu'un homme. Et c'est vrai qu'au début, les hommes, leur force dans l'éducation d'un nouveau-né, elle ne sert pas à grand-chose. Mmh. Quand il faut juste lui donner un biberon et tout ça, tu es pas forcément, équipé, tout ça. Ou quand il faut l'allaiter, toi, ta force, ça ne sert à rien. Par contre, la femme, bah, lui, elle peut, elle peut l'allaiter. Et comme nous avons des rôles complémentaires, nous avons des forces, des corps, qui sont différents, et qui nous permettent d'accomplir nos vocations. Et à ces vocations sont associées, il me semble aussi, des vertus qui doivent être présentes pour nous permettre de mener à bien ce qui nous est donné. Et effectivement, quand on pense au rôle de leadership qui est donné à l'homme dans l'Église et dans la famille, on le voit dans les Écritures, comment en fait, souvent, la notion d'intégrité, de courage, d'être droit devant l'Éternel, d'être vaillant, est associée à ces, fonctions-là. On le voit dans l'Ancien Testament avec, tous les hommes, je pensais aux vaillants hommes de David et à David et aux choses qui sont mises en avant, où l'homme doit faire preuve de courage pour accomplir la mission qui lui est donnée, par exemple. La question de l'intégrité aussi, parce que l'homme doit rejeter le mal et doit veiller à ce que son foyer, à ce que l'Église soit fidèle à Dieu. Donc, c'est des notions qui sont mises en avant. Et bien sûr qu'elles sont valables aussi pour la femme et que la femme doit faire preuve de courage, etc. Mais le projecteur est mis d'une manière plus forte pour certaines vertus chez l'un ou chez l'autre, parce que il me semble que les Écritures veulent souligner que ces vertus-là doivent être vraiment développées pour accomplir la mission qui est donnée à chacun. Tu sais ce qui serait excellent, Raph? Vas-y. C'est de faire un camp d'hommes sur la masculinité. Et si on le faisait? Vas-y. Et si on le faisait? Eh bien, vous qui êtes restés jusqu'à présent, qui nous avez supportés, qui avez eu le courage, la patience, la bienveillance, la tempérance, La l'abnégation. l'abnégation pour nous écouter, voici l'annonce que nous avons pour vous, les amis, c'est que nous avons créé un camp pour les hommes, un camp qui s'appelle Frères d'armes, un camp pour les frères qui veulent assumer leurs responsabilités dans leur famille, dans la société et dans l'Église, ou plutôt dans l'ordre, dans la famille, dans l'Église et dans la société. On a créé ce camp pour vous. Ouais, on s'est dit, en fait, il faut qu'on se retrouve avec les frères et il faut qu'on passe du temps autour d'enseignements, justement sur la question de nos responsabilités, de nos vocations en tant qu'hommes. Des temps pour échanger sur les défis, des temps aussi pour, tisser des liens forts. Hem, on est aussi dans une société où les communautés s'érodent, et où on n'a pas tous, le privilège justement de pouvoir échanger avec d'autres hommes qui partagent les mêmes défis ou en tout cas la même vision des choses. Et donc on s'est dit: «Il faut qu'on fasse un camp où on va réfléchir ensemble à ça et où on va engager aussi ceux qui viennent à non seulement réfléchir eux-mêmes, mais aussi réfléchir à leur vocation». Donc c'est pas un camp, d'enseignement, c'est un camp de formation, c'est un bootcamp. C'est, c'est, c'est un camp où, on vient avec son couteau et et C'est une ce expérience ce qui fait de nous des hommes. Un camp où il y aura des haches, des moteurs et de la sueur et surtout, Raph, de la viande, de la viande. surtout de Voilà. la viande pour nous. Et ce qu'on souhaite à travers cette initiative-là, c'est encourager les hommes. On est convaincu que dans un monde qui est en guerre contre Dieu, appeler la résistance à la résistance culturelle commence par appeler les hommes à se lever pour être les premiers au front et qui vont encourager l'Église
à résister. Et on a besoin, l'Église a besoin d'avoir des hommes qui ont compris quel est leur rôle dans leur famille, dans l'Église et dans la société pour aider l'Église et être en bénédiction au monde. Donc nous, on veut vous encourager à cultiver une masculinité qui est ni de droite ni de gauche, mais qui est centriste. Mais pas centrée sur Macron, mais centrée sur Christ. Une masculinité qui est centrée sur Christ, qui n'a rien à voir avec ce que le monde nous propose. Et c'est ça ce à quoi on veut réfléchir et travailler ensemble et échanger avec vous. Donc, ça aura lieu du 22 au 25 mai 2024. On fait ça à Teen Ranch, et là où on fait également notre camp de formation biblique. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes aussi pour ceux qui veulent s'inscrire au camp TPSG pour la formation théologique. C'est un camp famille. Mais là, c'est un camp donc, pour les hommes du 22 au 25 mai 2024. Les places sont limitées. On ne veut pas un gros camp. Le camp qu'on fait de formation TPSG est un camp où on peut accueillir beaucoup de monde. Mais là, on veut un petit groupe parce qu'on veut privilégier la qualité des échanges. On veut vraiment être des frères qui s'encouragent pour vivre ce à quoi Dieu nous appelle. Et donc, les places seront limitées. On va faire vraiment un petit camp. Et comme c'est un lancement et qu'on aime qu'on veut être généreux, on vous propose que d'ici fin janvier, il y a un moins 20% pour ceux qui s'inscrivent à ce camp. Vous avez en description de l'article et de la vidéo YouTube un lien qui présente le camp sur TPSG. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire là-dessus, mais faites gaffe, les places sont limitées. Et à partir de 20 janvier, le prix augmentera. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose, Matt? Non. Eh bien, du coup, on vous laisse sur cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. On va continuer le parcours sur le livre et on vous souhaite une excellente semaine et que Dieu nous aide à être des hommes bons. Et c'est ça, être un vrai homme. Amen.